Nous sommes à la découverte du roman de Dominique Douma dont le titre est Mouéni. Je vais à la page 71, chapitre 19. Le chapitre 19 dont le titre est Verre cassé. C'est pendant une nuit étoilée de l'année 1963 que le cargo des réfugiés à bord duquel j'avais embarqué quittait le port de Pointe-Noire pour Libreville après les émeutes. Un an après, la barge Louis Vincent quitte Mayumba avec des passagers parmi lesquels je me trouve. Après la traversée nocturne de l'océan Atlantique en 24 heures, l'aurore éclaircit à l'horizon le port de Pointe-Noire. Ce matin de l'an 1964 annonce un autre épisode de notre destin. Debout près de la cabine de pilotage, je contemple l'apparition pittoresque du port. Nous y accédons au même rythme que nous l'avions quitté avec le grand cargo. La mélancolie du souvenir de l'embarquement des réfugiés me fait frissonner lorsque le Louis Vincent qui rentre dans le port pour accoster à son quai passe à proximité de celui où jadis fut amarré le cargo des réfugiés. Une nouvelle page s'ouvre pour moi lorsque Makaya Mboussou Nicolas, le capitaine du Louis Vincent, parachève l'accostage. J'embarque avec quelques voyageurs dans le véhicule de la société Agré qui vient récupérer les bordereaux des marchandises à ramener à Mayumba au voyage retour. La traversée du port pendant le jour permet de prendre son pouls économique. La grosse machinerie grouille, tous les entrepôts sont ouverts. L'affluence d'usagers de tout genre le convertit en mini-marché populaire. C'est peut-être le retour à la sérénité de Pointe-Noire, ai-je pensé. Des signaux qui interpellent mon nouveau regard sur la reconstruction d'un cœur meurtri et d'une mémoire encore habitée par la tragédie de l'émeute. Mais les réponses à mes questions m'aideront sans doute à positiver mon retour, car que vais-je être pendant celui-ci? Un rescapé revenu sur les lieux des tortures? Ou tout simplement comme plusieurs victimes de la bêtise humaine, un apatride par défaut qui regagne le verre. Toujours dans l'œuvre Mouéni de Dominique Douma, je vais au chapitre 51 dont le titre est L'au-delà. Les bougies et les torches indigènes allumées installées au sol éclairent les accessoires qui sont autour de la chaise en liane de Papa Ponzi à côté de ma natte. Assis derrière moi, Papa Mabunza me rappelle les consignes. Garder les jambes droites bien au sol sans les croiser, le postérieur bien collé au sol, la colonne vertébrale bien à la verticale, être attentif, ne s'adosser à aucun support. Les deux mains doivent respectivement saisir et agiter le chasse-mouche ou le briquet de tige herbacé pour affermir la persévérance. Puis, Papa Ponzi officie l'étape la plus complexe de l'initiation, la vision. Il quitte sa chaise et circule dans le banja. Le père initiateur, dans son exhortation, alterne chant et parole. Son langage semble parfois intelligible pour le public. Après toutes les épreuves préliminaires de l'entrée dans l'univers Buiti, j'affronte l'épreuve la plus décisive. Je mets dans la bouche la banane épicée d'Iboga qu'un frère me donne. Elle est amère, mais le cœur serré et les yeux fermés, je la mâche et l'avale avec une gorgée d'eau. Peu après, Papa Mabunza me tend le miroir extrait du panier sacré. Je le tiens avec mes deux mains tendues devant mon visage qui s'y reflète. Il y a une forte animation dans le banja. Papa Ponzi fait des va-et-vient rapides entre le temple et la cour. Logiquement, la dose d'iboga de la banane aurait dû déjà déclencher ma transe et mes visions. Mais les choses vont à contresens des attentes de la cérémonie. Guidé par Papa Mabunza, je fixe très longuement le miroir avant, sans aucun résultat. Il me demande sans cesse ce que je vois. Je réponds avec insistance,
rien que mon visage. Papa Ponzi, prévenu de la lenteur jugée anormale, donne l'ordre de renforcer la dose d'iboga avec du miel. La gluante et lourde mixture est difficile à avaler, mais je dompte la gêne pour le faire. Le son des percussions est renforcé par les chants des femmes, mais hélas, la frénésie sonore ne m'enivre pas. L'iboga n'agit toujours pas. C'est toujours mon visage maquillé que je vois dans le miroir et je le répète pour la énième fois à Papa Mabunza. L'inefficacité d'iboga sur l'excorporation temporaire de mon âme fait le tour des initiés. Le cas rare inquiète Papa Ponzi et toute la branche. Il faut vite parer l'obstacle avec une méthode plus efficace car l'étape du miroir est la clé de la réussite de l'initiation. Un échec jetterait le discrédit sur le mbanja de Papa Ponzi. L'intensité des chants et de la musique pèse dans le hangar. Les jeunes initiés et les femmes qui donnent de la voix pendant la cérémonie sont toujours en place. À ma demande, je m'allonge à plat ventre sur la natte. J'ai du mal à rester assis et j'ai des nausées. Pendant ce temps, Papa Ponzi et ses proches collaborateurs se concertent à l'extérieur du banja. Ils reviennent plus tard sans Papa Ponzi. Papa Mabunza me relève de ma posture allongée. Je quitte lentement le temple encadré par lui et quelques frères aînés en suivant les règles du rituel de sortie, mais cette fois sans la musique d'accompagnement. Nous sommes au clair de lune et en plein air derrière le temple. Les frères forment un cercle assez espacé et me mettent au centre. Ils me saisissent chacun à tour de rôle et me font circuler entre eux. Puis ils resserrent le cercle autour de moi, m'attrapent à l'unisson et me font tournoyer en m'intimant de regarder le ciel et de fixer fermement la lune. Je tourne si vite que j'ai le vertige. Une envie de rentrer me prend la gorge. Je le dis aux frères qui arrêtent aussitôt la rotation en me lâchant. Je vomis en ressentant les contractions de mes entrailles. Les frères sont inquiets. Papa Mabunza m'éloigne du groupe et demande avec insistance si je vais bien. Je vomis toujours en lui répondant péniblement entre plusieurs spasmes. Je lutte contre la fébrilité qui me gagne pendant la séance au clair de lune et retrouve progressivement ma lucidité. Rassuré par l'amélioration de mon état, mes frères me remettent dans le groupe et nous regagnons le banja. Azala ronche, o ma romadu.